Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur LCP pour un nouvel épisode au cœur de l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, les retraites. Notre système est dit par répartition, c'est-à-dire que nos cotisations versées aujourd'hui servent à payer immédiatement les pensions de retraite. Seulement voilà, cet équilibre financier est très fragile, les réformes se succèdent pour tenter de sauver le système. Et en attendant, ce système a un impact concret sur l'économie et sur l'emploi. C'est précisément le sujet d'un rapport de la Cour des comptes. Son président, Pierre Moscovici, est auditionné par les députés. Pierre Moscovici qui va détailler son rapport point par point, par niveau de revenu et par catégorie socio-professionnelle. Alors c'est précis, pointilleux, beaucoup de chiffres, beaucoup de sigles, mais vous comprendrez tout grâce aux explications de texte de Nathan Lins. Pierre Moscovici face aux députés, c'est tout de suite sur LCP. Donc ce rapport que vous allez nous présenter a été communiqué le 10 avril au Premier ministre et je vous remercie donc aujourd'hui de tenir cet engagement que vous aviez pris devant nous alors que nous sortons d'une longue séquence sur les soins palliatifs et la fin de vie. Nous abordons une séquence différente et à nouveau financière, ce qui nous fera du bien de parler à nouveau de chiffres après les semaines et les jours passés. Voilà, je vais tout de suite vous donner la... Pardon ? Ça, on verra le constat après l'intervention du Premier président. On va voir. Pour l'instant, on garde plein d'espoir et d'optimisme. Voilà, je vous donne tout de suite la parole. Et ensuite, selon une mécanique bien huilée, chacun des orateurs de groupe prendra la parole pour 2 minutes pour vous poser des questions et rebondir sur vos propos. Voilà, Monsieur le Premier Président, à vous. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci de m'accueillir. C'est en effet un engagement que j'avais pris, que je n'avais pas pu honorer immédiatement pour des raisons qui étaient indépendantes de ma volonté et de la vôtre, qui est que le Premier ministre a décalé d'un jour la remise de ce rapport et qu'ensuite nous nous trouvions un vendredi, si ma mémoire est bonne, à la veille des vacances parlementaires, ce qui n'était pas extrêmement prudent pour réunir une commission. J'ai de vagues souvenirs à cet égard, mais je suis toujours très heureux de venir devant votre commission. Je croisais un collègue de la commission des finances qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas à la commission des finances ?» Je ne vais pas toujours à la commission des finances. Je vais avec le même plaisir à la commission des affaires sociales pour vous présenter aujourd'hui ce rapport. Lors de sa déclaration de politique générale le 14 janvier dernier, le Premier ministre a annoncé qu'il souhaitait remettre en chantier le sujet des retraites avec les partenaires sociaux pour un temps bref et dans des conditions transparentes, je le cite. Et il a saisi la Cour pour réaliser une mission en 2 temps. D'abord, en un mois, nous avons dressé un constat objectif de la situation financière du système de retraite et des perspectives à court, moyen et long terme, qui, je pense, est déjà un rapport qui fait référence. Et puis, il nous a demandé, dans un 2e temps, d'analyser les impacts du système des retraites sur la compétitivité et l'emploi. On a donc conservé la même formation, comme on dit, ad hoc, regroupant plusieurs chambres de la Cour, dont j'ai moi-même présidé la collégialité, qui avait été créée pour notre rapport sur les retraites, une équipe de magistrats spécialistes dans les domaines de l'économie, de l'emploi, des retraites, a travaillé sans relâche pour faire aboutir ce travail en un temps qui restait très contraint. Là, ça a été 1 mois et demi plutôt. Des rapports d'1 mois et d'1 mois et demi qui font référence. Pour la Cour des comptes, c'est, je crois, un challenge que nous avons tenu. Et je voudrais remercier publiquement les membres de l'équipe. Merci au président de la première, la 5e, la 6e chambre, Karine Cambi, qui est à mes côtés, Sophie Thibault, Bernard Lejeune, la contre-rapporteure Mathilde Lignot-Leloup, le rapporteur général Jérôme Brouillet, qui est là, les rapporteurs qui sont ici. Notre rapport s'inscrit, vous le savez, dans un contexte de négociation qui a évolué depuis la première réunion des partenaires sociaux. J'en suis bien conscient. Je ne vais pas me prononcer sur l'évolution des négociations, sur le format. Je peux simplement vous dire une chose, c'est que j'espère que ces négociations aboutiront à un accord. Car s'il y a un message à retenir de notre premier rapport, c'est que le statu quo en matière de financement du système de retraite est impossible, ou à tout le moins qu'il est insuffisant pour préserver un système qui soit soutenable à moyen et long terme. Quelle que soit l'issue des discussions en cours, je suis persuadé que nos 2 rapports, celui que j'ai présenté en février et celui que je m'apprête à vous présenter maintenant, sont utiles et qu'ils seront, et ils sont, je le sais déjà, une base dans les négociations actuelles, mais aussi dans les négociations futures entre partenaires sociaux. Car il y a une 2e leçon que je tire du premier rapport, c'est qu'il n'y aura jamais d'ultime réforme des retraites. En réalité, c'est un processus constant de transformation du système qui devra être nécessaire. Avant d'entrer dans le détail des constats et conclusions de la Cour, je reviens sur le périmètre de ce rapport et sur la méthode que nous avons adoptée. Conformément à la demande du Premier ministre, notre rapport documente les impacts économiques
des principaux paramètres du système des retraites, sur la compétitivité de notre économie sur l'emploi, en prêtant une attention particulière à l'emploi des seniors. Nous avons choisi d'examiner les 3 paramètres qui ont un effet direct sur l'effet de notre système de retraite: le taux de cotisation, l'âge effectif de départ à la retraite, c'est l'âge légal, mais aussi la durée d'assurance requise. Là, nous avons confondu 2 paramètres qui étaient séparés dans notre premier rapport, ainsi que l'indexation des retraites. Et les effets de ces paramètres sur le taux d'emploi et sur la compétitivité ont donc été analysés. Un mot sur la notion de compétitivité elle-même, qui ne va pas de soi. L'INSEE, bonne référence, définit la compétitivité comme la capacité d'une économie à gagner ou non des parts de marché sur ses concurrents. La Commission européenne parle, elle, de compétitivité durable, qui intègre les enjeux d'équité. Et nous avons prêté une attention toute particulière, s'agissant des retraites, à cette notion d'équité, qu'il s'agisse de l'équité intergénérationnelle ou de l'équité intragénérationnelle. Et pour une raison simple, c'est que les paramètres du système de retraite ont des effets très différenciés sur les catégories de population concernées. Compte tenu de ce large champ d'investigation, le rapport que je vous présente a des spécificités. D'abord, nous avons adopté une démarche comparative au niveau européen, avec des règles certes spécifiques pour nous, mais des comparaisons sont possibles avec d'autres. Nous avons concentré nos analyses sur nos 3 principaux partenaires économiques européens, qui ont aussi des modèles sociaux et de retraite finalement assez proches du modèle français: l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Avec la France, je précise que ces 3 pays représentent 70% du PIB de la zone euro. Deuxième spécificité, nous n'avons pas produit nous-mêmes l'ensemble des chiffres, modèles, projections qui sont au fondement de nos analyses. Nous sommes appuyés sur les modèles économiques disponibles, des données des administrations et surtout de l'abondante littérature économique qui existe sur les économies françaises, allemandes, italiennes, espagnoles. Dans le premier rapport, nous étions beaucoup appuyés sur les travaux du corps, là davantage sur les modèles qui existent à Bercy. Nous n'avions pas le temps, et en plus, ça demande des choses énormes, d'élaborer des modèles spécifiques. Donc après, selon la foi que vous accordez à tel ou tel de ces modèles, vous aurez une croyance plus ou moins grande dans nos analyses. Je remercie les économistes qui ont répondu à une sollicitation, mais aussi les administrations qui nous ont appuyés dans cette mission: la DARES, la Direction générale du Trésor, la Direction de la Sécurité sociale, la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle. À quelles questions avons-nous tenté de répondre? Dans le premier chapitre, nous avons documenté l'évolution du taux d'emploi et de la compétitivité en France par rapport à nos partenaires européens. Nous nous sommes demandé quel serait l'impact pour le système de retraite français d'une amélioration du taux d'emploi ou de la compétitivité française. C'est un exercice d'économie fiction en quelque sorte, mais intéressant parce qu'il fournit des ordres de grandeur. Dans le deuxième chapitre, nous avons analysé les caractéristiques singulières du système de retraite français et leurs effets sur l'emploi et la compétitivité. Enfin, le troisième chapitre prolonge les analyses de notre précédent rapport. Nous y examinons l'effet des principaux leviers de réforme du système de retraite sur la compétitivité de l'emploi, à savoir, je le redis, le taux de cotisation, l'âge de départ et les conditions d'indexation des pensions. Nous en tirons évidemment des constats et des conclusions à résumer en 4 grands messages. Je vais débuter par la compétitivité. Ce que nous constatons, c'est que le financement du système de retraite a des effets ambivalents sur notre niveau de compétitivité. Nous faisons un constat dans ce rapport, mais aussi dans de nombreux autres travaux récents de la Cour, qui est que la compétitivité française s'est, ça ne vous surprendra pas, structurellement dégradée et fortement depuis le début des années 2000. L'évolution de la balance des biens et services, tout comme les performances relatives d'un pays d'exportation, permettent d'apprécier l'amélioration ou la détérioration de sa compétitivité. Or, ces 2 indicateurs apparaissent dégradés pour l'économie française. Depuis 2006, la France a constamment enregistré un déficit de la balance des biens et services jusqu'à atteindre 21,5 milliards d'euros en 2024. Ça représente 0,7 points de PIB. Par comparaison, l'Allemagne, ça on le sait, mais aussi l'Espagne et l'Italie ont enregistré des excédents importants en 2024. Il en est de même pour la zone euro, dont l'excédent s'élève à 4,5 points de PIB. Donc nous sommes à l'intérieur de la zone euro dans un recul de compétitivité indéniable. C'est une anomalie française, durable, qui s'explique par un déficit persistant et croissant des échanges de biens, notamment industriels. Et c'est la conséquence de la désindustrialisation très forte à l'œuvre dans notre pays. En 2023, la part de l'emploi industriel était stabilisée autour de 10% dans l'emploi total en France, contre 17% en Italie et 18% en Allemagne. On ne le sait pas toujours, mais l'industrie italienne est très forte.
Cette dégradation s'inscrit aussi dans un contexte de décrochage de la compétitivité de l'Union européenne par rapport aux États-Unis et à la Chine. La croissance dans l'Union européenne a ralenti, du fait essentiellement d'une baisse de la productivité. En conséquence, l'écart de PIB entre les États-Unis et l'Union européenne va en s'accroissant. Il est passé de 15% en 2002 à 30% du PIB en 2023 à prix constant. Et environ 70% de cet écart s'explique par une productivité plus faible dans l'Union européenne. Donc nous sommes finalement une économie peu compétitive dans un système européen qui lui-même perd en compétitivité par rapport à nos compétiteurs, à commencer par les Américains. Dans ce contexte, quels sont les liens entre paramètres du système de retraite et compétitivité ? D'abord, le financement des dépenses de retraite à travers les cotisations sociales explique une partie des coûts salariaux unitaires et donc de la compétitivité dite coût de l'économie française. En France, comme vous le savez, le système de retraite est financé aux 2/3 par des cotisations sociales sur la masse salariale, qui ont donc un impact sur le coût du travail. Ces cotisations représentent environ 9,5 points de PIB en France et en Espagne, ce qui est un niveau supérieur à nos partenaires, d'abord l'Allemagne, avec un écart de 5,5 points. Cependant, je le dis ici, la compétitivité des coûts n'est pas ou plus le principal sujet en France aujourd'hui. Elle s'est améliorée, d'abord avec les allégements généraux de charges, puis avec la politique de baisse du coût du travail mise en œuvre en France depuis 2013. Ce n'est pas un jugement de valeur, nous travaillons sur des chiffres. Ces politiques ont permis de résorber et même d'inverser les écarts d'évolution des coûts salariaux par rapport à nos principaux partenaires européens. Entre 2000 et 2024, l'évolution des coûts salariaux unitaires a été plus modérée en France qu'en Allemagne et que dans les principales économies de la zone euro. C'est particulièrement le cas dans le bas de l'éventail des rémunérations. Ce qui est plus préoccupant, c'est la faiblesse de la compétitivité hors coût. Nous l'avons déjà souligné dans un autre rapport sur 10 ans de politique industrielle que nous avons rendu à la demande de vos collègues de la Commission des finances en novembre dernier. Les exportations françaises n'ont pas connu de montée en gamme depuis près de 25 ans. Les dernières enquêtes PISA témoignent d'un décrochage scientifique et nous ne sommes plus qu'à la 10e place mondiale en termes de publications scientifiques. En France, la structure de cotisation sociale consacrée au financement des retraites est atypique, ce qui pourrait avoir un impact sur la compétitivité hors coût. En effet, les cotisations sociales se caractérisent dans notre pays par d'importants allègements de cotisations au niveau du SMIC et les plus bas salaires. Symétriquement, sur les niveaux de salaire les plus élevés, les cotisations sociales sont plus importantes que chez nos partenaires européens. Cette structure de cotisation permet, certes, de préserver l'emploi peu qualifié en France, mais elle pourrait peser sur la compétitivité hors coût et la productivité française. Je tiens à souligner néanmoins qu'il n'existe pas d'études économiques, juste un raisonnement sur le cas français qui permettrait de démontrer et pas seulement d'affirmer cette hypothèse. Pour conclure sur la compétitivité, je vous rappelle un rappel en forme d'évidence, qui est que le financement du système de retraite est un des facteurs qui peut avoir un impact sur la compétitivité, mais c'est loin d'être le seul, et ce n'est peut-être pas le principal. Les autres prélèvements, le coût de l'énergie, les taux de change, ou, pour rester dans l'actualité, les droits de douane, doivent bien évidemment être pris en compte lorsqu'on analyse notre compétitivité. Voilà pour ce premier message. J'en arrive au deuxième message, à savoir que les réformes des retraites ont entraîné une augmentation du taux d'emploi des plus de 55 ans en France, mais que ces taux demeurent tout de même faibles par rapport à nos partenaires européens, qu'ils masquent aussi des inégalités. Le constat des inégalités est aussi important que le constat général. La France, comme ses partenaires européens, est confrontée au vieillissement de sa population. Au sein de l'Union européenne, la population en âge de travailler a commencé à diminuer vers 2010, principalement en raison de la baisse des taux de natalité, non compensée par un solde migratoire positif. De ce fait, la proportion de la population âgée de plus de 65 ans a augmenté partout en Europe. Jusque-là, pas de surprise. Les projections démographiques à long terme suggèrent malheureusement une poursuite de ce déclin. En conséquence, ce qu'on appelle le ratio de dépendance, c'est-à-dire la part de la population de plus de 65 ans comparée à la population des 20-64 ans, augmente pour tous les pays européens. En France, ce ratio passerait de 38% en 2022 à 53% en 2024. 53%. C'est la part de la population de plus de 65 ans comparée aux 20-64 ans. Dans ce contexte, l'amélioration du taux d'emploi de la population active est essentielle. Or, en France, le taux d'emploi est faible. En 2024, le taux d'emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans
s'établissait à 68,4%. C'est en dessous de la moyenne de la zone euro. Le taux d'emploi français a évidemment progressé depuis 1995, mais pas aussi rapidement que chez nos voisins. Au niveau de la zone euro, seuls 5 pays, dont l'Espagne et l'Italie, ont un taux d'emploi plus faible que la France. Comme en Espagne et en Italie, le taux d'emploi des jeunes est faible en France, notamment en comparaison avec la situation en Inde. Cependant, la principale cause de l'écart du taux d'emploi par rapport à nos partenaires, c'est la faiblesse du taux d'emploi des hommes de 55 ans et plus. Certes, la part de seniors hommes en emploi a beaucoup progressé dans notre pays au cours des 30 dernières années, mais les autres pays européens ont eux aussi connu une augmentation importante du taux d'emploi de cette classe d'âge. Et donc, il y a un écart qui s'est maintenu entre la France et ses partenaires. Nous avons analysé 2 phénomènes. Les effets d'une augmentation du taux d'emploi sur le financement du système de retraite, mais aussi en miroir, les effets des paramètres du système de retraite sur le taux d'emploi. Je passerai rapidement sur le premier point. Les travaux de la Direction générale du Trésor montrent assez logiquement qu'une augmentation du taux d'emploi améliorerait le financement du système de retraite. Le Trésor a estimé l'impact sur les finances sociales d'un alignement du taux d'emploi français sur le taux d'emploi allemand. Il en résulterait un gain net à long terme de 7 milliards d'euros pour le financement des retraites. Mais je le dis aussi, ce sont des travaux assez théoriques. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre plutôt comment le taux d'emploi pourrait être amélioré en France. À cet égard, les études économiques concluent que les réformes des systèmes de retraite se sont accompagnées d'une amélioration du taux d'emploi. Là encore, je reste prudent sur les causalités, sur les analyses, mais je ne vous l'apprends pas, les pays européens dans leur ensemble ont réformé leur système de retraite au cours des 30 dernières années, notamment en augmentant progressivement l'âge de départ en retraite. Au même moment, simultanément et parallèlement, ces pays ont connu une augmentation du taux d'emploi des personnes âgées de plus de 55 ans, et les études économiques montrent que ces 2 phénomènes sont liés. Les mesures de recul de l'âge de la retraite à 63, 64, 65, 67 ans, décidées pas seulement chez nous, mais en Allemagne et en Italie, ont eu pour principal effet une hausse du taux d'emploi des seniors. En France, la réforme des retraites de 2010, qui a, je le rappelle, porté l'âge légal de départ de 60 à 62 ans, s'est traduite par une augmentation très nette de l'emploi des personnes âgées de 55 à 60 ans. Au cours de la décennie 2010, chiffre toujours, l'âge de départ effectif à la retraite, c'est-à-dire l'âge auquel les personnes prennent réellement leur retraite, je ne parle pas de l'âge légal, a augmenté de 2,1 ans. Et en moyenne, le temps passé en emploi s'est allongé d'1 an et 7 mois. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet horizon. Ce n'est pas l'âge des individus, c'est la distance qui les sépare de l'âge légal de la retraite qui influence leur comportement ainsi que chez les entreprises. C'est cette distance à l'âge légal qui va encourager les individus proches de la retraite à se former ou non, par exemple, ou à rechercher ou non un emploi à un âge donné. Et on constate qu'en fait, l'effet se recule, etc. Mais l'impact de ce décalage de l'âge légal sur le taux d'emploi dépend de la situation des personnes avant le recul de l'âge de départ. Les études économiques montrent que la réforme de 2010 a eu pour effet de prolonger les personnes dans leur situation sur le marché du travail. Les personnes qui étaient en emploi à la bord de la soixantaine le sont restées. Mais ce recul de l'âge légal, attention, peut aussi se transformer en une augmentation du nombre de personnes ni en emploi ni en retraite. Que recouvre cette définition statistique? Ce sont les personnes au chômage, ce sont les personnes inaptes, ce sont les personnes en arrêt maladie. Il existe, en effet, des disparités importantes, et j'insiste là-dessus, entre catégories socio-professionnelles, entre femmes et hommes, et selon l'état de santé des seniors concernés. Pour les ouvriers, le recul de l'âge moyen de départ à la retraite ne s'est traduit qu'à 66% par un allongement de la durée en emploi. Ce taux est de plus de 85% pour les professions intermédiaires et les cadres. S'agissant des disparités entre femmes et hommes, la réforme des retraites de 2010 a entraîné une augmentation de l'emploi après 60 ans pour les 2 populations. Cependant, cette poursuite de l'emploi s'est faite davantage à temps partiel pour les femmes que pour les hommes. Par ailleurs, au-delà de 55 ans, les femmes sont plus souvent ni en emploi ni en retraite que les hommes. Et quand on les interroge sur les raisons de cette situation, elles citent fréquemment des contraintes familiales ou personnelles. On retrouve ici la problématique du rôle d'aidante, je dis bien d'aidante, majoritairement jouée par les femmes, notamment à cet âge pivot, où elles s'occupent soit de leurs parents, soit de leurs petits-enfants, soit des deux. Et c'est évidemment une source d'inégalité qu'il faut résorber.
Je résume donc nos conclusions sur le lien entre système de retraite et taux d'emploi. L'évolution du taux d'emploi des seniors n'est pas un préalable aux réformes de retraite, ce n'est plutôt une conséquence. Les études économiques montrent que les réformes de recul de l'âge de retraite ont pour effet d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Toutefois, c'est un effet observé en moyenne qui cache des disparités très importantes. La probabilité de se retrouver ni en emploi ni en retraite est plus forte pour les travailleurs les moins qualifiés, pour les femmes et pour les personnes en difficulté de santé. Et ces trois publics, ces trois catégories sont évidemment au cœur des discussions qu'on peut mener, qu'on doit mener, et qu'en vérité on mène sur une éventuelle réforme. C'est au cœur des discussions du conclave. Personne, je ne parle pas de celui de demain, mais de celui des partenaires sociaux. Il faut donc les accompagner de manière spécifique pour les augmentations de l'âge de départ se traduisent par un allongement du temps d'emploi sans distinction ni discrimination. Ça m'amène au troisième message qui se dégage de notre rapport. Il est impératif de préserver l'équité dans les réflexions sur l'emploi des seniors et sur les paramètres de notre système de retraite. J'évoquerai d'abord la nécessaire préservation de l'équité au sein d'une même génération. C'est ce qu'on appelle l'équité intragénérationnelle. Au global, en 2023, une personne sur 5 âgée de 55 à 64 ans n'est ni en emploi ni en retraite, c'est-à-dire 1,6 sur les 8,5 millions de personnes de cette classe d'âge. La plupart subissent leur situation. C'est le cas d'environ 300 000 chômeurs qui recherchent un emploi mais activement, mais qui n'en trouvent pas. C'est aussi le cas des personnes inactives pour une raison de santé, une raison de handicap. Face à ces disparités, il est évident à nos yeux qu'il faut de nouvelles mesures de la part des entreprises et de la part des pouvoirs publics pour accompagner les seniors les plus vulnérables, mais aussi les aidants, qui sont le plus souvent des aidantes, des femmes. L'objectif est simple. Il faut que le recul de l'âge moyen de départ favorise le maintien en activité ou le retour à l'emploi de manière équitable en tenant compte des difficultés concrètes auxquelles sont confrontés certains seniors. En France, les pouvoirs publics privilégient le levier du dialogue social pour faire évoluer la perception des seniors dans le monde professionnel. C'est dans cet esprit que le récent accord national interprofessionnel en faveur de l'emploi des seniors a été signé en novembre 2024. Il renforce l'obligation de réaliser une négociation sur l'emploi des seniors dans les entreprises. Il prévoit aussi l'aménagement du temps de travail en fin de carrière. Mais il faut aussi jouer sur d'autres leviers. La Cour l'avait noté dans son rapport sur les carrières longues en 2019, les seniors touchés par le chômage éprouvent de grandes difficultés à retrouver un emploi en raison de discriminations à l'embauche. Ces discriminations se retrouvent également dans l'accès à la formation. La DARES a montré que les personnes de plus de 50 ans ont moins de chances que les plus jeunes d'être retenues pour des formations, alors qu'elles se présentent plus souvent aux convocations. Et évidemment, ça doit changer. L'équité intragénérationnelle implique également de tenir compte des écarts persistants d'espérance de vie entre catégories de la population. En France, l'écart d'espérance de vie à 65 ans entre les cadres et les ouvriers était de 2 ans pour les femmes et de 3 ans pour les hommes en 2020. C'est un écart qui tend à se réduire et il tient aussi à de multiples facteurs qui dépassent les conditions de travail. Mais il aboutissait tout de même, en 2018, à ce que les anciens ouvriers passent en moyenne 2 années de moins à la retraite que les anciens cadres, et ce, malgré des départs à la retraite plus précoces. Là aussi, ça doit changer. Plus largement, pour pratiquement toutes les générations, l'âge moyen de départ à la retraite des retraités dont la pension est la plus faible est plus élevé que celui des retraités dont la pension est la plus élevée. Le dispositif de départ anticipé pour carrière longue n'a pas changé cette situation. Ces effets sont concentrés sur les personnes qui touchent une pension moyenne du 5e au 8e décile de pension. Les retraités dont les pensions sont les plus faibles, du 1er au 4e décile de pension, n'ont représenté que 13% des départs pour carrière longue. Ce n'est pas logique. L'équité intragénérationnelle n'est donc pas garantie en l'état actuel du système de retraite. Et cet enjeu doit demeurer, à nos yeux, au cœur des réflexions sur l'évolution du système. Il en va de même de l'enjeu d'équité intergénérationnelle de notre système de retraite, c'est-à-dire la préservation de l'équité entre les générations actuellement à la retraite et les générations futures. Ça revient à poser la question de la soutenabilité de notre système de retraite et de la répartition des efforts entre actifs et retraités. Et cet enjeu est d'autant plus prégnant dans toute l'Europe à mesure du vieillissement de la population. Aujourd'hui, la France, je l'ai déjà dit, consacre 14 points de son PIB aux dépenses publiques de retraite. C'est 2,5 points de plus que la moyenne de la zone euro. Seule l'Italie a des dépenses de retraite plus élevées que notre pays. Le surcroît de dépenses publiques de retraite en France, par rapport à la moyenne de la zone euro, est de 66 milliards d'euros en 2022.
L'écart est même de 118 milliards d'euros si l'on prend en compte l'Allemagne. Cet écart est dû pour moitié à la différence de richesse nationale et pour moitié aux paramètres du système de retraite qui sont plus favorables. L'évolution des rapports entre cotisants et retraités constitue un défi majeur pour le financement de leur système de retraite. Nous l'avons montré. Le financement et les paramètres actuels ne suffisent pas à empêcher le creusement du déficit. Je rappelle les chiffres. 6 milliards tout de suite, 15 milliards en 2035, 30 milliards en 2045. Et l'accumulation de ces déficits gonfle la dette. Or, ces perspectives sont contradictoires avec le principe même de la répartition, qui suppose que pour chaque génération, les actifs financent les pensions des retraités sans reporter une partie de ce financement sur la génération suivante. Cette situation nous oblige à prêter une attention particulière à l'équité intergénérationnelle, notamment au niveau du pilotage des adaptations du système. Tous les pays européens ou presque sont confrontés aux mêmes problématiques. Certains ont adopté des réformes pour y faire face, tout en garantissant l'équité du système. Par exemple, je le souligne, mesdames et messieurs les députés, certains pays se fixent pour objectif une stabilité du temps passé à la retraite au cours de la vie pour veiller à la pérennité financière des systèmes de retraite et au partage équilibré des efforts entre les générations. Et ça me mène au quatrième et dernier message de notre rapport, c'est-à-dire aux mécanismes qui permettent une adaptation progressive des paramètres des systèmes de retraite aux évolutions démographiques et économiques. 3 principaux leviers, je l'ai dit, sur lesquels on peut jouer. D'abord, une hausse des cotisations. Alors, je l'ai dit, nous avons travaillé avec les modèles économétriques et économiques existants, mais voilà les résultats. Une hausse des cotisations aura un impact négatif sur l'emploi et la compétitivité, mais son ampleur pourrait varier selon que l'augmentation concerne les cotisations employeurs ou salariales et selon qu'elle cible ou non les bas salaires. À l'inverse, reculer l'âge effectif de départ à la retraite, que ce soit par une augmentation de la durée d'assurance ou par un recul de l'âge d'ouverture des droits, aurait un impact positif sur le taux d'emploi moyen. Dans cette hypothèse, l'emploi des seniors n'affecterait pas négativement la compétitivité. Mais, vu la disparité des taux d'emploi entre catégories de population que j'ai déjà évoquées, il faudrait absolument mettre en œuvre des mesures spécifiques pour garantir le maintien en emploi des seniors, tout en tenant compte des difficultés concrètes de certains. Enfin, la question de l'indexation automatique des pensions sur l'inflation a suscité de récents débats. Je ne reviens pas sur les débats dans votre Assemblée. Aujourd'hui, comme le prévoit la loi, les pensions sont indexées annuellement sur l'inflation. Mais les dynamiques respectives des salaires et des prix, au cours des dernières années, ont conduit à une réflexion sur une moindre indexation des pensions par rapport à l'inflation. En effet, en cas de choc économique, prenez l'exemple d'une hausse des tarifs qui est un choc inflationniste. On verra ce que sont les décisions de la Fed demain. Cette règle d'indexation automatique peut conduire à augmenter les pensions de retraite plus rapidement que les salaires. Et je vous rappelle que dans notre premier rapport, nous avons montré ce qu'on sait, c'est-à-dire que le niveau de vie des retraités n'est pas inférieur à celui des actifs. Les études économiques montrent globalement qu'une indexation inférieure à l'inflation aura un très faible impact sur l'emploi, mais plus largement, ce n'est pas notre sujet. Cette indexation sur l'inflation n'apparaît pas nécessairement la mieux adaptée à la recherche d'un équilibre durable et équitable du système de retraite. Une indexation au moins partielle sur les salaires, assortie d'un facteur de soutenabilité, comme chez certains de nos voisins, présenterait l'avantage de faciliter le pilotage du système de retraite. Mais surtout, elle exposerait les actifs et les retraités de manière solidaire aux mêmes aléas économiques. J'aimerais souligner que nous avons analysé chacun de ces leviers isolément, mais qu'une réforme pourrait, voire devrait, mobiliser et combiner plusieurs de ces leviers. C'est ce qu'ont fait nos partenaires européens. Les dispositifs qui ont été mis en place tant en Allemagne qu'en Italie et en Espagne ont tous en commun une chose, c'est qu'ils combinent plusieurs leviers pour garantir à la fois la pérennité financière du système de retraite et le partage équilibré des efforts entre générations. Certains mécanismes prévoient, par exemple, j'y reviens, j'avoue que je suis assez séduit par l'idée d'ajuster l'âge de la retraite en fonction des gains d'espérance de vie, qui ne sont par définition pas les mêmes pour tous. D'autres permettent de revaloriser les pensions en tenant compte des conditions démographiques et économiques. De telles règles permettraient d'équilibrer dans la durée le système de retraite, mais elles doivent évidemment être décidées collectivement. Par ailleurs, nos partenaires européens ont aussi introduit des clauses de revoyure automatique dans la gestion de leur système de retraite pour mettre fin aux incessantes réformes par à-coups qui ne garantissent pas nécessairement la soutenabilité du système à moyen long terme. Ça rejoint ce que je vous disais au début, c'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas le fameux silver bullet, la balle magique. Il faudra trouver des mécanismes qui permettent de se revoir. Et ces clauses permettent d'ajuster le niveau des cotisations, celui des pensions, celui de l'âge de départ en retraite, en fonction
de l'évolution de plusieurs indicateurs démographiques ou économiques. En cas d'évolution soit favorable, soit défavorable de ces indicateurs, les paramètres du système de retraite sont modifiés progressivement selon des règles établies. Ces mécanismes, je le souligne, sont comparables à ce qui a été mis en place par les partenaires sociaux dans le cadre du pilotage des retraites complémentaires de l'Agirc-Arrco. Et ça amène à des réflexions peut-être sur les modalités de gouvernance, comme on dit, du système. De telles règles, si elles étaient convenues par les partenaires sociaux, et si vous les votiez, naturellement, parce que ce processus est une fusée à 3 étages, l'expertise qu'on nous a confiée, la négociation qui est confiée aux partenaires sociaux, et à la fin, ça revient devant le Parlement, ça doit revenir devant le Parlement, ça permettrait des adaptations prévisibles, progressives, concertées du système de retraite, adaptées aux évolutions démographiques et aux circonstances économiques. Je n'ai bien entendu, mesdames et messieurs les députés, pas détailler l'ensemble des analyses et constats tirés par la Cour des comptes sur ces sujets complexes, même si j'ai été déjà un peu long. Je veux souligner que nous nous accordons sur plusieurs impératifs. Le premier, le plus important, celui dont tous les autres découlent, c'est de préserver l'équité de notre système de retraite. Et non seulement de la préserver, mais de l'améliorer. Son équité intragénérationnelle, mais aussi son équité intergénérationnelle, qui est au fondement de tout système de répartition. La deuxième, c'est la nécessité de renforcer la compétitivité de notre économie. Nous sommes dans une Europe qui décroche, et nous décrochons dans une Europe qui décroche. Je résume. Ce n'est pas une situation soutenable à long terme, mais ça pose des problèmes aussi de feedback ou de retour sur les finances publiques qui sont désastreux, évidemment. Le troisième impératif qui se dégage dans la liste, c'est celui d'améliorer le taux d'emploi en France, en particulier pour les hommes de plus de 55 ans, dont la part en emploi est très faible comparé à nos voisins. Enfin, ce n'est pas un impératif, mais une perspective pour le futur. Nous pourrions nous inspirer de réformes mises en œuvre par nos voisins européens qui nous ressemblent, en combinant plusieurs leviers d'une part, en instaurant des clauses de revoyure d'autre part, en modifiant les règles de gouvernance d'autre part. Il n'appartient pas à la Cour, et nous nous sommes gardés de formuler des propositions détaillées pour améliorer ou déterminer les leviers de l'amélioration du taux d'emploi et de la compétitivité française, moins encore pour préconiser les réformes des paramètres du système de retraite. Nous avons voulu jouer notre rôle, qui était d'éclairer les données, de permettre ainsi de nourrir le débat public. C'est aux partenaires sociaux et c'est à vous ensuite de prendre les décisions nécessaires. Nous ne confondons jamais notre rôle avec le vôtre. La Cour, je le rappelle, n'est pas un pouvoir, c'est pas un contre-pouvoir, c'est une institution qui est là pour informer le citoyen et elle l'a fait, je crois, de manière honnête dans ces deux rapports qui, je le dis, vous êtes dans votre rôle, ont été plutôt unanimement appréciés par les partenaires sociaux. Ce qui n'est pas une si simple performance, prouve pas que nous avons été diplomates, mais simplement que nous avons été objectifs. Le statu quo en matière de retraite est impossible. Il faut transformer régulièrement le système afin de le sauver. Parole de Pierre Moscovici. Place tout de suite aux questions. Elles sont nombreuses sur le système par répartition, sur la capitalisation, mais aussi sur l'espérance de vie qui diffère selon que l'on soit cadre ou ouvrier. Question aussi sur les femmes. Retour en séance. À tout à l'heure. Alors, on va ouvrir le bal des interventions avec Jérôme Guedj. Certains orateurs m'ont demandé à passer avant d'autres. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, et merci à ceux de mes collègues qui me font la faveur de me permettre de poser la question. Et par avance, je m'excuse auprès du Premier Président. Je suivrai à distance la réponse. Merci pour le rapport, parce que la représentation nationale a besoin d'être éclairée. Et en effet, c'est une mine d'informations sur différents leviers. Nous prenons bonne note, notamment ma question va se focaliser sur la double alerte que vous faites sur les enjeux d'équité intragénérationnelle et intergénérationnelle. Vous l'avez évoqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais vraiment souligner qu'il y a des risques d'augmentation des personnes qui sont ni en emploi ni en retraite avec des mécanismes de report de l'âge légal, les disparités entre catégories socio-professionnelles, entre cadres et ouvriers, et évidemment les disparités entre les femmes et les hommes. Donc tous ces éclairages sont extrêmement précieux. Je vais me focaliser sur un sujet qui est essentiel, et vous l'abordez longuement, qui est la question du rattrapage du taux d'emploi en France. Le chiffre que vous indiquez, si nous alignions sur l'Allemagne, ça générerait de manière nette un gain de 7 milliards d'euros par an par rapport au système de retraite. Vous venez de le dire, ce serait un rattrapage immédiat qui serait fictif, tant le mouvement est lent. Mais nous sommes convaincus que cette piste de réforme doit être creusée avec sérieux et avec intérêt, notamment à l'approche des débats dès à présent sur le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Alors j'ai bien entendu votre dernière remarque méthodologique,
la Cour ne se prononce pas sur le sujet, mais je ne résiste pas quand même à vous poser des questions auxquelles peut-être vous ne répondrez pas, qui est de savoir, est-ce que vous avez pu explorer des pistes plus concrètes de réforme permettant à la France de rattraper justement l'écart de son taux d'emploi sur celui de l'Allemagne, et notamment, là aussi peut-être que vous ne répondrez pas parce que c'est la souveraineté des parlementaires, je pense par exemple à la fréquence d'obligations de négociation entre partenaires sociaux sur le thème de l'emploi des seniors, cette fréquence qui pourrait être réduite justement pour améliorer. Si une mission d'information de nos collègues Martin et Viry avait caressé cette piste. Que pensez-vous par ailleurs de la proposition qui est sur la table de créer des CDI seniors exonérés de cotisations sociales? Et concernant le taux d'emploi des femmes et des jeunes, avez-vous en tête des propositions concrètes dont le législateur pourrait s'emparer? Je sais que vous débordez de votre mandat, mais je vous sais aussi inventif, Monsieur le Premier Président. Très bien. Thomas Ménager pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Premier Président. Je tiens à mon tour à vous remercier pour la remise de ce second rapport qui dresse, comme ça vient d'être dit, un constat clair, précis, mais un constat sans appel sur l'état de notre économie et sur les conséquences des choix politiques de ces dernières décennies. Vous confirmez d'abord ce que nous dénonçons au Rassemblement national depuis longtemps. Notre productivité stagne, nos parts de marché à l'export diminuent et notre industrie continue de se désagréger. Tout cela montre bien que la question des retraites, elle ne peut pas être traitée isolément. C'est un peu l'objet aussi de ce rapport. Elle s'inscrit dans un problème plus large, celui d'une économie qui est aujourd'hui étouffée par les normes, par les prélèvements obligatoires, dont nous détenons tristement le record en Europe. Ma première question, vous y avez déjà en partie répondu. Alors qu'on nous présente systématiquement en fait, le report de l'âge de départ ou l'augmentation de la durée de cotisation comme les seules pistes de réforme, vous avez confirmé, et je vous demande de le reconfirmer si vous le souhaitez, qu'un redressement de nos indicateurs économiques, alors bien entendu de manière fictive, vous l'avez dit, emploi, croissance, productivité, pourrait contribuer à rééquilibrer notre système de retraite. Est-ce que vous pouvez dire dans quelle mesure et est-ce que vous avez, mais ça rejoint ce qui a été dit par mon collègue Guedj, des pistes, si vous le pouvez, pour redresser ces indicateurs? Ensuite, dans votre rapport, vous mettez en lumière une autre réalité. L'espérance de vie n'est pas la même pour tout le monde, selon la difficulté des métiers de chacun. On le sait bien, plus on commence tôt, plus on travaille dur et plus il devrait être juste de pouvoir partir plus tôt. Le mécanisme actuel de carrière longue ne permet pas en fait de réduire cet écart, vous l'avez dit. Aussi, ne pensez-vous pas qu'il faudrait à terme aller vers un système beaucoup plus progressif, un système qui tienne compte de l'âge d'entrée dans la vie active, comme nous le proposons à Rassemblement national? Enfin, vous soulignez à la page 10 de votre rapport que les ouvriers, les personnes ayant difficulté de santé, les femmes, pour ces personnes, le recul de l'âge de départ au cours des années 2010 s'est traduit par davantage de temps passé ni en emploi ni en retraite, donc avec des effets d'éviction vers l'assurance chômage, le RSA ou encore la AH, qui ont été estimés par la DARES à près de 5 milliards et l'adresse à près de 5 milliards d'euros sur les dernières réformes. Donc ma question est la suivante, est-il vraiment toujours bénéfique selon vous, et surtout s'il y avait un nouveau report envisagé, de reculer l'âge et d'augmenter la durée de cotisation quand on sait que certains n'ont pas la capacité et que cela pèse d'une autre manière sur la solidarité nationale? Je vous remercie. Merci beaucoup. Stéphanie Rist pour Ensemble pour la République. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président. Alors, merci pour ce nouveau rapport qui permet d'éclairer notre Assemblée. Votre premier rapport a permis à chacun de regarder la réalité en face sur les déficits, sans la réforme d'ailleurs que nous avons, je crois, avec courage porté en 2023. Le déficit des 30 milliards prévus en 2045 aurait été atteint 10 ans plus tôt. Ce second rapport démontre sans ambiguïté, je trouve, que la ferveur à gauche pour une hausse des cotisations nuirait gravement aux salariés, à la compétitivité et à l'emploi. Vous évoquiez dans le premier rapport 85 000 emplois détruits en ce sens. À l'inverse, ce rapport confirme que les choix que notre majorité a réalisés sont ceux ayant le plus d'effets favorables. Aussi, comme nous le répétons régulièrement, il faut augmenter le taux d'emploi dans notre pays, ce qui bénéficie à la fois aux finances publiques et à l'activité économique. Vous l'avez dit, si le taux d'emploi était équivalent à l'Allemagne, il y aurait un gain d'environ 7 milliards d'euros pour notre système de retraite, d'après une étude faite par le Trésor. Je voudrais revenir sur le sujet de la capitalisation que vous évoquez succinctement dans le rapport, si ce n'est pour souligner la faiblesse de l'épargne retraite en France et d'évoquer le rapport Draghi. Le rapport Draghi invite les États membres à développer la capitalisation, constatant que le sous-développement des fonds de pension est l'une des causes de la faiblesse de la part des capitaux à long terme sur les marchés de capitaux européens. Avec la capitalisation, une partie des fonds pourrait effectivement être investie dans l'économie française. C'est donc un enjeu de compétitivité. Vous évoquez également dans ce rapport l'épargne retraite individuelle qui concerne à peine 13% des actifs et qui remplit peu sa fonction de complément au régime de retraite obligatoire. Elle bénéficie essentiellement aux plus aisés. Pourriez-vous revenir sur les effets
que le développement de la capitalisation pourrait avoir sur la compétitivité dans notre pays et sur la pérennité de notre système des retraites. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, Ségolène Amiot m'ayant demandé à parler un peu plus tard, est-ce que Josiane Cornelou, je peux vous passer le micro? Merci pour la droite républicaine. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. Merci pour ce rapport particulièrement complet et rigoureux consacré à la structuration de nos régimes de retraite et ses effets sur la compétitivité de l'économie et sur l'emploi. Il présente le mérite de ne pas se limiter à une analyse uniquement comptable, mais il procède à quelques utiles rappels. La Cour des comptes ainsi souligne que le système de retraite est financé par pour deux tiers par des cotisations sociales assises sur la masse salariale, ce qui a pour conséquence bien évidemment d'augmenter le coût du travail. La France consacre 2 points de PIB de plus, soit 14% à son système de retraite que la moyenne de nos partenaires européens. La Cour des comptes démontre aisément que la hausse des cotisations entraînerait une destruction des emplois. Elle souligne la nécessité impérieuse d'augmenter le taux d'emploi, alors de façon générale, mais particulièrement des seniors en France, qui reste inférieur à celui des pays européens. Bien sûr, nous partageons tout cela et nous voyons bien l'ambivalence de toutes les mesures effectivement évoquées. En revanche, ce rapport n'aborde pas la proposition d'augmentation du temps de travail émise par la CPME. Or, 1 heure de plus de travail hebdomadaire passerait donc ainsi en passant de 35 heures à 36 heures. Cette mesure simple à mettre en œuvre, immédiatement opérationnelle, sans remettre en cause notre système de répartition, permettrait aux salariés de bénéficier d'un complément de retraite par capitalisation. Cette mesure augmenterait globalement de 3% le temps de travail des salariés. Elle pourrait donc avoir un effet à la fois sur le financement de notre système de retraite et sur la productivité de notre économie. C'est un effort collectif qui vise à faire face au déséquilibre croissant du système de retraite et qui permettrait de concilier compétitivité, viabilité économique, équité sociale, intra- et intergénérationnelle. Pourriez-vous m'indiquer, Monsieur le Président, si une évaluation de cette proposition, l'une des rares à envisager l'augmentation du temps de travail, pourrait faire l'objet d'une étude de la Cour des comptes, ce qui, à mes yeux, ne serait pas illégitime au regard de la durée du temps de travail sensiblement plus conséquente en vigueur dans les pays de la zone euro. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Sandrine Rousseau pour les écologistes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la Cour des comptes. Plusieurs choses dans votre exposé posent question et c'est là-dessus que je vais évidemment m'étendre le plus. Vous dites premièrement que le taux d'emploi est trop faible en France. Et vous dites qu'il est trop faible pour les hommes âgés de plus de 55 ans. Je reviendrai juste après sur les jeunes qui aussi sont en général une catégorie d'âge qui a un taux d'emploi plus faible que le reste de la pyramide des âges. Mais précisément parce qu'il y a un taux d'emploi trop faible, est-ce le moment d'augmenter le temps de travail en fait ? Puisque comme vous venez de poser la question et vous évitez cette question dans votre rapport, puisque pour augmenter le taux d'emploi, une des solutions serait de diminuer le temps de travail. Et là, en l'occurrence, plus vous augmenterez le temps de travail, plus vous diminuerez probablement le taux d'emploi. Est-ce que vous avez évalué cette liaison-là, cette conséquence-là? Et si oui, quelles conclusions en avez-vous tirées? Deuxième question, il y a trop de discrimination sur le marché du travail. Et vous en avez parlé sur les personnes, les hommes en l'occurrence de plus de 55 ans. Vous n'avez pas parlé des jeunes, vous n'avez pas non plus parlé des personnes les moins diplômées. Est-ce que vous avez des taux d'emploi qui sont différents en fonction des catégories sociales? Est-ce qu'il y a du travail à faire, des politiques publiques à mener pour que ces catégories d'âge ou socio-professionnelles puissent avoir un meilleur accès à l'emploi? Ensuite, vous avez noté les différences d'espérance de vie entre ouvriers, cadres et professions intermédiaires. Et nous l'avons beaucoup discuté dans le cadre de cette commission et des différentes lois sur l'évolution de notre modèle social, que ce soit sur la retraite, le chômage ou le RSA. Quelles conséquences sur les dépenses de santé d'une augmentation de l'âge du départ en retraite? Est-ce que vous avez évalué l'impact sur les dépenses de santé, sur les dépenses d'invalidité et sur l'espérance de vie des personnes concernées, notamment pour les personnes ayant les travaux les plus difficiles? Enfin, l'égalité femmes-hommes.
Nous avons plusieurs fois noté qu'un rattrapage du retard salarial des femmes vis-à-vis des salaires des hommes permettrait de générer des cotisations qui permettraient de combler finalement le déficit de retraite. Est-ce que vous pourriez nous confirmer cette information? Merci. Merci beaucoup. Nicolas Turquois pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes. Vous avez intitulé, je vous remercie pour votre rapport, vous l'avez intitulé « Impact du système de retraite sur la compétitivité et l'emploi ». Et vous avez évoqué des principes, préserver l'équité, la compétitivité de l'économie, améliorer le taux d'emploi. Et je partage le fait que si on améliore le taux d'emploi, on va améliorer le financement notamment du système de retraite. Pour autant, je me questionne sur ces différences de taux d'emploi avec des pays voisins et je me demande si l'organisation même du système de retraite n'est pas une des raisons. C'est un sujet qui me passionne. Moi, je considère qu'on a un système qui est très redistributif. Et qui est très complexe aussi, qui est très peu lisible. Depuis, j'avais été rapporteur en un temps lointain sur le système de retraite à points. Beaucoup de personnes sont passées dans ma permanence pour qu'on les aide dans leur démarche. Et en fait, personne n'y comprend rien. Les trimestres, les valeurs portées au compte, il y a un côté très déresponsabilisant. Et tout le monde essaye d'optimiser en fonction de ce qu'il perçoit d'un système. C'est plus clair sur la partie Agir-Carco. Donc moi, je me demande, et je ne sais pas si vous avez fait cette comparaison, si... je crois que je crois pas, j'en suis sûr, notre collègue Stéphanie Ries qui a évoqué le rapport Mario Draghi, mais un système de retraite, une part de système de retraite par capitalisation, en plus de cet élément de redistribution, il y a un côté plus lisible. Je fais un effort complémentaire, je travaille plus longtemps, je vois ce à quoi ça peut me rapporter et ça m'incite au travail. Et d'autre part, ça a une conséquence, à mon avis, c'est que je ne suis pas un adepte absolu des fonds de pension, mais quelque part, dans différents rapports, l'absence de fonds de pension ou ne mobilise pas, n'est pas une source de ressources financières pour l'économie. Et donc, je me pose la question de l'organisation de notre système de retraite par rapport aux pays voisins que vous avez cités, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Comment sont-ils organisés? Est-ce qu'il n'y a pas une part un petit peu plus de responsabilité dans l'organisation? Je trouve que notre système, à la fois très complexe et très solidaire, empêche quelque part, par nature, une forme de productivité. Merci. Ségolène Amiot, ça y est, c'est votre tour pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Moscovici, ce rapport de la Cour des comptes vient confirmer un certain nombre des inquiétudes que nous avions formulées lors de la réforme des retraites en 2023. Pour se plier à la suprême volonté de M. Bayrou de contourner encore et toujours la représentation nationale, nous revoilà donc réunis pour dresser les mêmes constats. Le rapport clarifie que ce sont d'abord les personnes aux très basses pensions qui partent déjà le plus tard et qui sont pénalisées par le report de l'âge de départ. Nous avons aussi la confirmation qu'un âge légal bas fixe une norme protectrice et les plus pauvres partent en moyenne plus tard que les plus riches. Pour la génération 1950, les 5% les plus pauvres travaillaient un an de plus que les 5% les plus riches. On lit dans ce rapport que les réformes qui ont repoussé l'âge légal de départ, en France comme à l'étranger, ont mis de nombreux travailleurs, et particulièrement les ouvriers, dans une situation délicate. Pour les années précédant le départ à la retraite, ils sont condamnés à n'être ni en emploi, ni à la retraite, et principalement les femmes, qui sont 2 fois plus nombreuses dans cette situation. Le report de l'âge légal a surtout augmenté leur taux de temps partiel sans améliorer ni leurs revenus ni leur situation sociale. Et c'est pire pour les personnes à la santé détériorée ou fragile. Alors en quoi le relèvement de l'âge est-il une réponse efficace ou équitable s'il renforce les inégalités existantes sans améliorer réellement la soutenabilité du système et si la majorité des personnes concernées n'a en pratique ni la capacité ni les opportunités de rester en emploi? Ce rapport nous offre aussi la preuve que repousser l'âge effectif de départ à la retraite revient à s'en prendre aux plus faibles, d'autant plus si l'âge est avancé. Alors, face à ces constats, je m'étonne et je m'inquiète qu'on propose des vieilles recettes qui ont brillé à l'international par leur incapacité à garantir une retraite juste. Je m'étonne encore plus de vous entendre, Monsieur Moscovici, de vouloir garantir l'équité entre les générations, mais pas entre les hommes et les femmes. Alors, ne pensez-vous pas que cette réforme ajoute une charge supplémentaire à des trajectoires déjà pénalisées des inégalités structurelles?
Est-ce que l'exigence de compétitivité doit-elle toujours se faire au détriment des droits sociaux les plus élémentaires, en particulier pour les femmes? Et dans le droit au temps après la vie de travail mériterait mieux que des logiques économicistes bien mal dissimulées dans ce rapport. Ce rapport n'est malheureusement commandé que pour pointer du doigt là où quelques économies pourraient être grappillées et au détriment de la santé des travailleurs et des travailleuses de ce pays. Très bien, je vous propose, Monsieur le Premier Président, peut-être de répondre déjà à ces premières interventions. Et ensuite, j'ai 5 orateurs qui sont inscrits, ce qui donnera lieu à un deuxième tour de questions. Monsieur le Président, merci Mesdames et Messieurs les députés. Je commencerai par la première question qui a été posée sur la négociation. Évidemment, je crois en ses vertus. Et j'ai moi-même souligné à quel point il était utile sans doute de nous rapprocher des systèmes de gouvernance existants pour d'autres formes de régime et aussi dans d'autres pays. Mais je reviens aux questions à peu près dans l'ordre. D'abord sur les taux d'emploi. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter le taux d'emploi avant de revenir sur les paramètres du système de retraite? Incontestablement, lorsqu'on observe de façon agrégée au niveau européen le taux d'emploi, comme l'a fait Mario Draghi dans son rapport récent sur la compétitivité, les deux enjeux principaux concernent en effet, je le dis à Madame Rousseau, les jeunes non engagés dans les études, un emploi et une formation, ainsi que les femmes. Si dans la France, les enjeux sont un peu différents, dans la mesure où le taux d'emploi des femmes est plutôt élevé. En revanche, des marges de progression existent pour les jeunes, que nous n'avons pas examiné dans ce rapport, parce que ce n'était pas notre commande. Mais la France a surtout un faible taux d'emploi des hommes de plus de 55 ans et surtout plus de 60 ans. Je tiens à souligner que le taux d'emploi des 55 à 59 ans a quant à lui nettement augmenté depuis 30 ans, si bien qu'il est désormais supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Et donc, il y a des efforts qui ont porté leurs fruits. Ce que montrent les exemples étrangers, c'est que l'évolution du taux d'emploi des seniors n'est pas un préalable à la réforme des retraites, mais c'est plutôt une conséquence. C'est lorsque nos partenaires ont décalé l'âge de départ à la retraite que le taux d'emploi des seniors a augmenté. C'est d'ailleurs ce qui explique que la France continue d'avoir un taux d'emploi des hommes de plus de 60 ans plus faible que ses partenaires, alors même qu'il a très nettement augmenté depuis les années 2000 et même revenu au niveau des années 80. C'est l'effet horizon que j'évoquais. Comme piste, je pense avant tout à la formation. Nous n'avons pas travaillé, je le redis, sur le taux d'emploi des jeunes, qui est un sujet sur lequel nous avons en revanche fait des propositions, des analyses dans notre rapport public annuel que j'ai eu l'occasion de présenter devant votre Assemblée. Sur la compétitivité, on peut retenir quelques points. D'abord, il y a une dégradation nette de la compétitivité. Ça, c'est clair. C'est les facteurs socio-économiques qui ont été évoqués. Et ça vient principalement des mauvaises performances de l'industrie française. Et je renvoie sur nos travaux à 10 ans de politique industrielle remis à l'Assemblée nationale en octobre dernier. Si l'évolution des coûts salariaux a été relativement contenue dans la période récente, le niveau de prélèvement obligatoire supporté par les entreprises, mais oui, reste très élevé en comparaison européenne. Enfin, nous avons un problème de montée en gamme et un problème d'innovation. Et à cet égard, l'évolution de nos performances éducatives ne laisse pas d'inquiéter. Donc je pense que c'est l'ensemble de ces facteurs qu'il faut attaquer. Oui, il y a un problème de réindustrialisation de la France. On a sans doute arrêté en partie l'hémorragie. Ça reste à vérifier, mais nous n'avons pas clairement eu un ressaut. Il faut le dire, c'est assez clair. Quel rôle joue le système de retraite par rapport à ce constat? Il est indirect, je l'ai dit, le niveau de cotisation sociale joue sur la compétitivité coûts. Finalement, c'est plus aujourd'hui le problème. Et les problèmes sont ceux de la compétitivité hors coût abordés de façon large. Sur les carrières longues, les personnes qui en bénéficient en effet le plus ne sont pas les déciles de revenus les plus faibles. Et donc c'est un dispositif trop large qui ne bénéficie pas suffisamment aux carrières trop fractionnées, et donc en particulier aux femmes. Et donc là, il y a sans doute une adaptation à produire. Sur le CDI senior, il n'y a pas d'étude économique qui conclut que ce dispositif permette d'améliorer l'emploi des seniors. Vous m'avez demandé les uns et les autres de la créativité, je m'en garde. Je ne suis plus député, donc je ne peux pas avoir la créativité qui est la vôtre. Contrairement à d'autres, je n'ai pas souhaité le redevenir. Je ne sais pas si je l'aurais été d'ailleurs. Mais donc, à chaque âge, ses plaisirs, et à chaque fonction, son rôle. La Cour des comptes n'est pas un pouvoir. Elle n'est pas là pour être créative, elle est là pour analyser. Augmenter l'âge aurait un impact net négatif? Non. L'impact net est positif, mais il pourrait l'être encore plus si tous les salariés pouvaient rester davantage en emploi. La retraite par capitalisation, est-ce que c'est incontournable? C'est un débat que doivent traiter, s'ils le souhaitent, les partenaires sociaux. Notre rapport rappelle bien qu'il existe en France des dispositifs de retraite collectifs ou individuels
fonctionnant par capitalisation. De nombreux autres pays, notamment l'Allemagne, ont introduit des mécanismes comparables, en complément de leur système fonctionnant par répartition. Mais la question de la mise en place d'un étage de capitalisation n'a pas de lien direct avec la nécessité d'équilibrer les comptes des régimes par répartition. Mario Draghi concluait qu'une généralisation de la capitalisation pouvait avoir des effets bénéfiques sur l'économie européenne, notamment le financement des entreprises. Cependant, il y a aussi des risques à une telle évolution. Et donc, en toute hypothèse, ces dispositifs doivent être conçus en limitant les risques, diversification par exemple des actifs dans lesquels ils sont investis. Surtout, tous les autres pays européens, je le dis au passage, même ceux où la capitalisation est la plus répandue, disposent d'un étage de retraite par répartition. Donc, le système de répartition est un système qui a de l'avenir. Ça, c'est une leçon très claire aussi de nos deux rapports. Ne remettons pas ça en cause. La capitalisation, ensuite, est un mécanisme qui doit être abordé par les partenaires sociaux. L'épargne de retraite est peu développée en France, c'est vrai. Un rapport de la Cour des comptes en novembre 2024 l'a établi. Le système allemand, monsieur le député, qui généralise l'épargne retraite par capitalisation, en complément du système de retraite par répartition, je ne le vois pas comme un modèle, mais il peut être discuté sans double, et il a pu être mis en place en contrepartie d'une modération de long terme des pensions qui a limité les dépenses, je le rappelle, parce que les choses vont ensemble. C'est toujours des mécanismes qui sont des mécanismes complémentaires. Sur l'augmentation du temps de travail hebdomadaire, c'est un levier que nous n'avons pas étudié. Nous avons repris les leviers du premier rapport tel que nous avons formé. Sur le lien temps de travail, taux d'emploi, je regrette de dire, Madame Brousseau, que le rapport montre très clairement que le recul de l'âge de la retraite augmente le taux d'emploi, sans effet d'éviction sur les jeunes. C'est un fait. Encore une fois, ce n'est pas forcément une causalité. Il y a un lien. C'est encore une fois ce que j'ai appelé l'effet horizon. Nous ne déduisons pas de conclusion politique, mais simplement un constat. Mais je suis obligé de le dire, mais parce que c'est un fait que peut-être certains ici peuvent éprouver. Enfin, vous n'êtes pas retraité, par définition, les députés ne sont jamais retraités. Ils sont élus. Parfois, on est obligé quand même d'envisager les choses. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les choses avancent, quand on voit le fait de reculer, on se pose des questions sur ce qu'on va faire ensuite. Ils ne sont pas de même nature. On a pris en compte le surcroît de dépenses maladie et de chômage. Malgré ça, l'impact du recul de l'âge de la retraite est positif sur les finances publiques et donc sur l'équilibre financier des régimes de retraite. Dans les autres pays européens, je reviens sur cette question posée par plusieurs, oui, il faut prendre en compte ces éléments de comparaison. Il y a deux modalités de pilotage des régimes. Il y a la prise en compte de l'espérance de vie. C'est le cas du Danemark, des Pays-Bas, de la Finlande, du Portugal et de la Suède. Il y a l'indexation des pensions qui tient compte du ratio de dépendance, évolution démographique par exemple, et de la situation économique. Et il y a enfin des rendez-vous réguliers sur le modèle en France des régimes complémentaires. Honnêtement, je crois que là, il y a quand même des sources de réflexion pour les partenaires sociaux et aussi pour vous, mesdames et messieurs les parlementaires. La gouvernance du système, comme on dit, peut être plus souple, plus élaborée, plus concertée, plus négociée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça fait partie, sans aucun doute, des choses sur lesquelles on doit réfléchir. Pour ce qui est des femmes, la réforme de 2010 a augmenté leur taux d'activité de 43 à 65%. Leur taux d'emploi a aussi augmenté de 39 à 55%, mais elles sont plus à temps partiel. Et si je ne me suis pas assez exprimé sur les femmes, j'en profite au moment précis où Mme Rousseau revient, je crois l'avoir fait, parce qu'en vérité, je pense qu'il y a 3 négociations particulières, ou 3 publics cibles particuliers qui doivent faire l'objet d'une attention très spéciale. Ce sont en effet ceux qui sont les plus précaires et qui ont les travaux les plus pénibles. C'est très clair. J'ai évoqué la différence d'espérance de vie entre les ouvriers et les autres, et les ouvrières et les ouvriers. Il y a deuxièmement les personnes qui ont des difficultés de santé. Et puis il y a troisièmement les femmes. Ça, c'est très clair. Il y a une question spécifique que nous identifions dans le rapport et qui est posée aux partenaires sociaux dans la discussion d'aujourd'hui. Je crois que j'ai à peu près répondu à tout. Très bien, on va continuer le tour des questions. Je vais tout de suite donner la parole à Nicole Dubré-Chirat. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dans le cadre de la mission flash sur la situation financière et les perspectives de notre système de retraite confiée en début d'année à la Cour des comptes par le Premier ministre, la juridiction financière que vous présidez a eu l'occasion de rendre 2 rapports de nature éclairée et discussions en cours des partenaires sociaux réunis en conclave.
Le premier, remis en février dernier, dresse un constat indiscutable. Malgré les réformes successives, notre système de retraite est confronté à une dégradation rapide de sa situation financière. Le déficit global devrait atteindre 6,6 milliards en 2025, puis se creuser pour atteindre 15 milliards environ en 2035 et près de 30 milliards en 2045. Le second, qui traite de l'impact de notre système de retraite sur la compétitivité et l'emploi et sur lequel nous vous auditionnons aujourd'hui, s'intéresse au impact économique des principaux paramètres du système de retraite français sur la compétitivité de notre économie et sur l'emploi. Sur le sujet de la hausse des cotisations, sans surprise, le rapport rappelle l'impact négatif sur l'emploi et la compétitivité d'une telle éventualité, alors que la France est déjà l'un des pays en Europe où le coût du travail est le plus onéreux. Sur le sujet de l'impact sur l'emploi, de l'augmentation de l'âge de départ, on constate que le taux d'emploi des plus de 60 ans est en progression, mais de fortes disparités entre les catégories de population demeurent, en particulier pour les seniors. Il faut donc travailler sur le maintien de l'emploi des salariés expérimentés au sein des entreprises, mais sur le recrutement de seniors aussi qui sont sur le marché du travail, car il s'agit d'un véritable enjeu de solidarité intergénérationnelle. La piste soulevée de l'indexation des pensions de retraite sur les salaires et non plus sur l'inflation est intéressante pour améliorer l'équité entre les niveaux de vie des retraités et des actifs. La prudence doit toutefois être de mise pour les retraités modestes. Un retraité sur 3 touche une pension inférieure à 1 000 €. J'aimerais également connaître votre point de vue sur la pertinence d'introduire une dose de capitalisation dans notre système de retraite afin d'assurer la soutenabilité de son financement sur le long terme. Cette modalité existant déjà aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède et étant soutenue par 59% des Français dans une enquête d'opinion parue en février 2025. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Stéphane Vogetta. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, bienvenue à nouveau dans cette auguste commission. En évoquant l'augmentation théorique du taux d'emploi, vous parlez à juste titre d'économie fiction. Mais pour moi et pour de nombreux collègues ici présents ou absents, l'économie fiction, cela consiste surtout à affirmer, comme le fait à nouveau ce rapport dans son introduction, que, je cite, le système de retraite français était en 2023 légèrement excédentaire à hauteur de 8 milliards d'euros. Pourtant, ce système, soi-disant par répartition et soi-disant excédentaire, n'est financé qu'aux 2/3 par des cotisations sur la masse salariale. Tout le monde le reconnaît. Le reste l'est donc par l'État. Le reste, c'est-à-dire 1/3 de 380 milliards, c'est-à-dire quand même 120 milliards d'euros. Rien que ça. Qui peut croire que ces 120 milliards qui sortent des poches de l'État et donc du contribuable n'ont d'impact ni sur notre déficit, ni sur notre dette publique? Vous parlez d'équité. Mais comment assurer cette équité au sein même d'une génération alors que nous sommes incapables de dire combien coûte l'écart de droits entre les systèmes de retraite publics et privés? Comment assurer cette équité entre les générations alors que le fonctionnement actuel du système prévoit déjà une forte chute des taux de remplacement pour les futurs retraités malgré l'allongement de leur durée de cotisation? Monsieur le Président, vous aviez pu constater lors de votre dernière audition dans cette même pièce, le 4 mars dernier, qu'une frange croissante des parlementaires n'accepte désormais plus de garder la tête dans le sable, comme nous le permettraient pourtant les conventions comptables actuelles. Ce groupe de députés auquel j'appartiens, aux côtés notamment du rapporteur général du budget, Charles de Courson, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, et d'autres membres du bloc central, vous demanda alors une transparence que ces conventions comptables, je le reconnais, vous permettent d'éluder. Cette attitude évite certes de reconnaître un déficit comptable, mais elle permet l'installation d'un déficit démocratique qui consiste à laisser les Français, leurs représentants élus et les corps intermédiaires débattre du futur de notre système de retraite sur la base d'un diagnostic trompeur. Je suis contraint de constater que l'on continue à nous refuser la vérité, celle d'un système de retraite qui n'est plus par répartition depuis longtemps. Un système qui, à cause de prestations excessives ou bien à cause de cotisations insuffisantes, ou les deux, creuse notre dette publique pour honorer les pensions des retraités actuels et, ce faisant, endette leurs enfants et leurs petits-enfants qui, eux, devront un jour payer la facture. Merci beaucoup, Madame Hamdan. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, tout d'abord, vous remercier pour le travail et rapport rendu qui donne des clés de compréhension de l'état de notre système de retraite actuel. Force est de constater que votre rapport risque de servir de cheval de Troie idéologique pour justifier une nouvelle offensive libérale contre notre système de retraite. Vous saluez dans votre rapport, mais aussi dans votre présentation, l'augmentation du taux d'emploi des seniors. Mais à mon sens, et si vous me le permettez, la réalité est tout autre. Ce sont les ouvriers, les femmes aux carrières hachées, les personnes en mauvais état, qui, après 60 ans, ne sont ni en emploi, ni en retraite, mais en invalidité, au RSA
ou au chômage. Est-ce qu'on peut appeler cela un progrès? Monsieur le Premier président, j'aurais une question. Après des réformes qui ont déjà fragilisé les plus précaires, la Cour assume-t-elle aujourd'hui de recommander des mesures qui aggraveraient encore les injustices sociales au détriment de celles et ceux qui ont les carrières les plus pénibles et les vies les plus courtes? Merci, Madame Hérodi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, encore une fois, votre approche est purement comptable. Et en plus, les calculs ne sont pas bons. Vous préconisez le recul de l'âge légal de départ à la retraite, encore contre l'avis de 90% des actifs. Vous parlez d'espérance de vie, mais jamais d'espérance de vie en bonne santé qui, elle, décline. 1,9 million de personnes de plus de 55 ans sont déjà sans emploi, sont en invalidité ou au chômage. Quelques chiffres parlants, ouvriers du bâtiment, seulement 40% en emploi après 50 ans. Employés en restauration, à peine un peu plus de la moitié sont en emploi après 50 ans. Ouvrières du nettoyage, seulement 65% en emploi après 50 ans. Voilà la réalité. La seule maxime qui vaille, c'est travailler mieux, travailler moins, travailler toutes et tous. Au lieu d'un nouvel âge de la vie au service des autres, on nous propose le retour à la retraite jusqu'à la mort par épuisement. Ma question, savez-vous que faire travailler les seniors, c'est nuire à la solidarité intergénérationnelle, c'est infléchir l'espérance de vie en bonne santé, c'est gréver les comptes de l'assurance maladie et de l'assurance chômage. Alors pourquoi ne pas éclairer la représentation nationale sur ces sujets? Je vous remercie. Merci, Madame Justine Gruet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Président, de votre présence devant notre commission. J'ai repris mes notes d'il y a 2 mois, quand vous étiez venu au mois de mars, et ce rapport nous promettait bien des réponses sur plusieurs éléments que je vais me permettre de vous redemander aujourd'hui. En effet, on est dans une société de plus en plus individualiste, mais je crois à cette notion de solidarité intergénérationnelle qui permet de garantir notre système de retraite. Que pensez-vous donc de l'introduction d'une part de capitalisation ? Vous en avez en effet peu parlé. Et que pensez-vous de parler plutôt de durée de cotisation plutôt que d'âge pivot et d'âge légal, qui permettrait en fait de favoriser la préférence individuelle et la liberté individuelle dans la gestion de sa carrière jusqu'à la date et à l'âge de départ en retraite? En tout état de cause, est-ce qu'on serait capable d'avoir une part de capitalisation et que l'on soit informé de la valeur du point, et qui fait que si l'on souhaite partir avant cet âge légal et cet âge pivot, on sache la valeur du point et la valeur qui nous sera, enfin la pension de retraite qui nous sera allouée, et à contrario, si on souhaite partir après cet âge légal, on soit capable de majorer cette pension de retraite, mais en tous les cas qu'on le fasse en tout état de cause. Ensuite, vous avez peu parlé des régimes spéciaux. Et à un moment donné, quand on parle d'équité, de préférence individuelle, de solidarité, il faut qu'on soit capable que justement ce système soit beaucoup plus équitable. Et enfin, je souhaiterais vous parler de 2 situations. La première, c'est la notion de cumul emploi-retraite. Et la deuxième qui est liée, c'est cette notion de cotisation supérieure à 4 trimestres quand on travaille, ce qui fait que ça n'ouvre pas nécessairement des droits nouveaux, alors qu'on continue à cotiser pour la retraite. Est-ce qu'on serait capable de travailler sur ce modèle-là, de se dire que si l'on cotise plus de 4 trimestres, ça puisse être un petit peu, pas forcément pris en considération d'avoir une cotisation supplémentaire, et si on souhaite retravailler alors qu'on a déjà ouvert nos droits aux retraites, qu'on puisse ne pas cotiser de manière supplémentaire, mais plus pour pouvoir conserver du pouvoir d'achat. En tous les cas, je vous remercie de l'attention portée à nos préoccupations. Merci beaucoup, Madame Béatrice Bellet. Pardon, merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président. Votre rapport sur les impacts du système de compétitivité, emploi, sur la réforme des retraites notamment, ne comporte aucun élément spécifique sur les pays des océans dits d'outre-mer. Or, ces territoires, mon territoire, la Martinique, présentent des spécificités majeures, tant au point de vue démographique que socio-économique. En Martinique, selon l'INSEE, en 2021, 28%
de la population à plus de 60 ans, contre 22% en France hexagonale. Le taux de pauvreté des plus de 65 ans est deux fois supérieur à celui de l'Hexagone, donc environ 28% contre 10% en Hexagone. Et pour les pays des océans, il n'y a aucune mention, aucune analyse spécifique dans ce rapport, alors même qu'ils connaissent une dynamique de vieillissement accélérée, une précarité des personnes âgées bien plus marquée qu'en Hexagone et une exposition à la pénibilité du travail souvent plus forte. Envisagez-vous de fait de combler ce vide par un rapport spécifique? À défaut, la Cour dispose-t-elle d'analyses ou de recommandations spécifiques sur l'articulation entre politique de retraite et situation dans les pays des océans? Nous avons en effet besoin de ces chiffres pour faire avancer nos territoires, pour nourrir nos réflexions, mais aussi pour construire de meilleures politiques publiques. Par ailleurs, donc on parle bien des impacts du système sur la compétitivité et l'emploi. Et Monsieur le Premier Président, l'indemnité dite des 40% versée aux fonctionnaires en poste dans les pays des océans, dits d'outre-mer, n'est pas prise en compte dans le calcul de la retraite, n'est pas prise en compte non plus dans la cotisation, alors qu'elle représente près de 60% des revenus, notamment des cadres de catégorie A. Pourtant, cette indemnité qui compense en partie le différentiel du coût de la vie fait partie intégrante de la rémunération, et ce, pendant toute la carrière. À la fin de la retraite, de nombreux fonctionnaires retraités subissent cette perte sur leurs revenus, une perte naturelle due évidemment à la pension, mais également la perte de ce revenu complémentaire, malheureusement, qui devient de plus en plus important dans la part salariale, ce qui détériore grandement leurs conditions de vie, d'autant que le système sanitaire n'est pas performant, d'autant que la cherté de la vie pèse davantage, et d'autant que la situation évidemment économique de ces personnes vient en se dégradant. Aussi sur ce point, Monsieur le Président, avez-vous des éléments à communiquer à nos populations et à nous communiquer afin que nous puissions faire d'ores et déjà des propositions concrètes d'amélioration de la situation de ces futurs retraités, notamment retraités fonctionnaires de la fonction publique territoriale, hospitalière, mais également d'État. Merci beaucoup. Et puis pour terminer, Madame Joëlle Mélin. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Premier Président Moscovici. Merci pour ce rapport qui était annoncé et merci pour quelques données, en particulier un graphique particulièrement intéressant qui est celui du taux d'emploi en France par classe d'âge depuis 1980. Et quand on le regarde, on s'aperçoit que, donc en 45 ans, il n'y aurait eu que 4 millions de personnes en emploi en 45 ans, donc 4 millions de plus en 45 ans, je dis bien, ce qui est très inférieur proportionnellement à l'augmentation de la population française, que les hommes, numériquement, travaillent moins qu'en 1980. En 1980, 95% d'entre eux travaillaient. Actuellement, ce n'est plus que 85 à 90%. Et qu'au-delà de 55 ans, la courbe est exactement la même qu'en 1980. Quant aux femmes, elles travaillent plus tôt que les hommes, semble-t-il, à 80% en moyenne, mais elles travaillent numériquement beaucoup plus qu'en 80 et même après 60 ans. La conclusion immédiate qu'on pourrait en tirer, c'est que les femmes tiennent à bout de bras le système de retraite. Pour autant, à regarder ces courbes attentivement, la question qui peut se poser est la suivante. Est-il utile de vouloir garder comme paramètre d'étude, comme vous l'avez fait sur les 3 paramètres, le recul de l'âge de la retraite, alors que le delta est franchement négatif sur le taux d'emploi, sur les hommes en particulier, de 15 à 55 ans, qui est un delta de plus de 10%. Et cela, qu'on le regarde depuis 1980 et même 1995. Autrement dit, doit-on garder les grands-parents dans le monde du travail, souvent dans des mauvaises conditions, alors que les enfants et les petits-enfants pourraient travailler plus tôt et plus numériquement, ceci étant dit d'ailleurs entièrement hors facteur de durée de travail hebdomadaire. Certes, vous l'avez dit, les différentes réformes ont prolongé le temps de travail, mais est-ce vraiment utile? Est-ce qu'on ne doit pas revoir ce paramètre de l'âge de départ à la retraite? Je vous remercie.
Très bien, merci chers collègues pour toutes ces interventions, ces questions. Je vais à nouveau rendre la parole au Premier Président. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. J'ai trouvé intéressant cette deuxième série parce qu'au fond, je vois des lectures tellement différentes que je me demande où est l'idéologie parfois. Notre rapport ne nourrit pas l'intention de favoriser davantage le libéralisme que la capitalisation ou le retour sur l'âge de retraite précédent. C'est pas notre rôle. Et en écoutant, je me disais, mais on a vraiment écrit ça, on a vraiment oublié ça. On parle pas du tout des problèmes d'équité. On ne parle pas des femmes. On parle pas des ouvriers. On parle pas de l'industrie. Ben, si, on parle de tout ça. Et il y a en revanche un certain nombre d'autres choses qui ont été évoquées ici dont nous ne parlons pas. Mais ça, c'est la vertu créatrice du débat politique que j'ai tant aimé dans une autre vie. Non, le rapport de la Cour des comptes se veut objectif. Et celui-ci, pour le coup, je le dis, n'est pas financier, mais économique plutôt. Hein. C'est le premier qui était financier. Alors, quelques réponses au passage. Notamment à M. Vogetta, avec qui je veux poursuivre la joute, car au fond, il me relance sur ces questions, traite toutes du premier rapport. Le 8 milliards, oui, c'est comptablement et financièrement, il y a eu un excédent en 2023, on sait à quoi il était dû, c'était essentiellement à l'inflation. Mais dans notre rapport, nous disions déjà qu'en vérité, il y avait un déficit dès 2024-25 qui était de 6 milliards. Donc je rappelle les chiffres. C'est pas de l'économie fiction, c'est la finance tout à fait réelle. 6 milliards maintenant, 15 milliards en 2035 et 30 milliards en 2045, ça se pourrait donner. Après, vous nous relancez dans ce fameux débat cher à Jean-Pascal Beaufret, avec son obstination, sa force de conviction, qui a réussi à convertir un certain nombre de croisés à sa propre croisade. Il n'est pas exact, monsieur le député, je le dis très cordialement, que nous ne traitions pas la question dans notre premier rapport. Nous mettons bien le chiffre. Il est de 45 milliards d'euros. Après, il dépend en effet de deux choses. De normes comptables d'une part, et d'autre part, c'est ce que nous avons évoqué, de différences objectives qui existent entre les systèmes de retraite du public et du privé. Et donc, nous partons du constat. Je ne l'ai jamais évacué. Après, nous expliquons pourquoi ce n'est pas sur cette base-là qu'il faut réfléchir. Et d'ailleurs, moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est deux choses. C'est qu'au final, même si on adopte d'autres normes, ça ne dépend pas de nous, c'est le législateur qui peut le décider, on reviendra au même problème. C'est que tout ça, in fine, c'est de la dette. Et la question, ben oui, la question qui est posée, c'est... Mais nous le faisons. Nous ne disons pas le contraire, nous disons simplement que ce n'est pas en scindant public et privé, comme certains nous y appellent, qu'on va y parvenir, parce que ce n'est pas uniquement dû au système de retraite. Ce sont justement une manière plus générale de gérer la société elle-même qui engendre de la dette. Et au final, quand vous avez à gérer les choses financièrement, vous avez une masse de dettes. Vous avez l'agence France Trésor que je connais, elle gère la dette. Elle ne connaît pas telle ou telle dette, elle connaît la dette en général. Et de ce point de vue-là, honnêtement, si on veut vraiment faire porter l'effort comptable sur les réformes sur les retraites du public, je m'interroge toujours, et c'est une question que je pose à certains, je vous la pose aussi, c'est pas mon ressort, quelles seraient les solutions, in fine? Est-ce que ce serait de diminuer drastiquement les retraites des fonctionnaires? Est-ce que ce serait d'augmenter massivement les emplois dans la fonction publique? Ou est-ce que ce serait de faire financer les retraites du public par le privé? Et c'est pas un hasard total si, quand nous sommes allés au conclave, alors là je dois le dire, il y a un point sur lequel il y a une unanimité totale de tous les partenaires sociaux, du MEDEF à la CGT, c'était un cri du cœur. Merci. Merci de ne pas poser ce problème en ces termes-là. Je pense que non mais intellectuellement, je conçois le défi. Et encore une fois, les normes sont telles que notre remarque et notre conclusion est, je crois, incontestable. Après, si vous voulez changer la norme, ça vous regarde. Et après, les conséquences à en tirer seront peut-être un peu complexes, mais c'est pas de mon ressort, c'est assurément du vôtre. Mais j'aime à poursuivre ce débat. Finalement, je m'y suis habitué. Pas avec vous-même, mais avec notamment Jean-Pascal Beaufret, que je connais depuis 40 ans, ce qui prouve qu'il est obstiné, et moi aussi. Il est important pour maintenir l'emploi des seniors, d'améliorer leur formation, ça c'est très important, c'est comme en Allemagne et plus particulièrement dans les PME. Il est vrai, et je ne le nie pas, madame, sur l'idéologie, je ne la vois pas, que l'augmentation de l'âge effectif de départ se traduit par un allongement de la durée ni en emploi ni en retraite. C'est dans le rapport. De la même façon que la question des femmes est traitée dans le rapport, et plutôt 2 fois qu'une. Et enfin, la question de l'espérance de vie en bonne santé, oui, c'est une question fondamentale. À 65 ans, on connaît les chiffres, elle est 12 ans pour les femmes, de 10,5 ans pour les hommes en 2023. Elle a augmenté
de 1,9 année pour les femmes et de 1,8 année pour les hommes depuis 2008. Donc il faut avoir ces données en tête tout de même. Bon, malgré tout, les choses sont bien meilleures, mais la question de savoir si on ne doit pas réfléchir dans notre système de retraite sur justement l'espérance de vie après la retraite et pas uniquement sur tel ou tel âge, c'est une question qui est posée, une question de flexibilité, si vous voulez, dans la négociation ou dans la discussion des partenaires sociaux. Sur le cumul emploi-retraite, un chapitre du RALFS que nous présentons à la Commission, donc le rapport sur les lois de financement de la sécurité sociale que nous vous dévoilerons fin mai. Vous voyez, je fais quelque chose que je ne fais jamais. Je vous dis qu'il y aura un chapitre consacré à ça. En principe, notre programmation elle se traite, mais je reviendrai devant vous pour présenter votre rapport et il y aura quelque chose sur les cumuls emploi-retraite. Beaucoup de questions m'ont été posées sur la capitalisation. J'y ai un peu répondu, même pas mal répondu dans la première série de réponses, en disant que, c'était pas du tout un sujet tabou, que deux, en toute hypothèse, ça ne pouvait être qu'un complémentaire aux retraites par répartition qui sont très fondamentales et doivent le rester dans notre système français, et que trois, en toute hypothèse, il fallait bien mitiger, comme on dit en anglais, les risques en la matière. Sur le taux d'emploi, les taux d'emploi évoluent en début de carrière et en raison notamment de l'allongement des périodes des études, Madame la députée, ce qui est au passage un atout pour notre compétitivité. C'est ça ce qui explique le début de la courbe. Sur la fin, nous avons beaucoup plus traité le sujet dans les différentes réponses. Enfin, Madame Bellès, sur les Outre-mer, je ne vous oublie pas. Vos remarques sont tout à fait pertinentes. Et c'est le temps qui nous a manqué pour les traiter. N'oubliez pas que nous avons eu un mois pour le premier rapport, un mois et demi pour le deuxième, que nous avons travaillé avec des données qui existaient déjà. Mais je retiens tout à fait la proposition, la suggestion que vous avez faite. Je viendrai moi-même en Martinique et en Guadeloupe au mois de juin, fin juin. J'irai visiter les chambres régionales des comptes et je pense qu'on pourra réfléchir à ces questions. Je les suggérerai aussi au président de la 6e chambre. Je pense que la question des Outre-mer est en effet, ou des pays de l'océan, comme vous dites, suffisamment spécifique pour qu'elle soit traitée. Nous n'avons pas eu le temps de le faire, nous ne l'avons pas traité. Ce n'est pas un vrai problème. Et je suis très attaché à cette question. Dans un autre ordre d'idée, vous aurez peut-être noté que dans notre rapport public annuel consacré aux jeunes, nous avons fait un rapport particulier sur l'obésité des jeunes, et des moins jeunes aussi d'ailleurs, non pas dans les Antilles, mais à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie, non pas pour stigmatiser, mais pour se dire qu'il y a des problèmes, en effet, de santé publique extrêmement spécifiques, avec des taux d'obésité qui sont liés à l'alimentation, à la précarité de la vie, à la cherté de la vie, au système de santé, qui créent des effets en chaîne absolument terribles, y compris, et d'abord sur l'espérance de vie dans nos territoires d'outre-mer. Et je pense que cette question que vous avez soulevée est tout à fait intéressante. Je verrai dans quelles conditions ça peut être repris dans un programme de travail, soit de la Chambre régionale des comptes, que je visiterai dans quelques semaines, soit et ou d'ailleurs par la 6e chambre chargée de ces sujets. Mais c'est un beau sujet d'enquête qui mérite quand même un traitement long et précis. Mais merci de me le suggérer. Voilà pour cette audition de Pierre Moscovici devant les députés de la Commission des Affaires sociales, le premier président de la Cour des comptes qui a détaillé point par point son rapport sur le système des retraites. Vous pouvez revoir cette audition sur lcp.fr et je vous dis à très vite pour voir ou revoir une autre séance au cœur de l'Assemblée nationale. À bientôt.